9% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Elis. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre au portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, comme d'habitude, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus à sa valorisation et sa politique d'allocation du capital. Et en troisième lieu, à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Cette vidéo consiste seulement en analyse quantitative d'une entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur Elis. Donc je suis directement allé dans nous connaître pour voir un petit peu à quel type de business on a affaire. Donc on voit ici une offre de qualité responsable. Nous fournissons des solutions durables et sur mesure de location, entretien de textiles professionnels, d'équipements d'hygiène et de bien-être, respectueux des hommes et de l'environnement. Notre modèle de croissance permet de proposer à nos clients une offre dont ils peuvent être satisfaits et fiers. Fondé sur l'économie circulaire, donc notre métier consiste à faire bénéficier à nos clients de l'usage de multiples produits en location plutôt qu'à la vente. Nous assurons leur conception et leur entretien pour une meilleure qualité d'utilisation et une meilleure durabilité. Voilà, donc là on voit un petit peu à peu près qu'est-ce que c'est, modèle de location, voilà, donc on a un petit peu voilà des services d'hygiène et de bien-être, fontaine à eau, machine à café, tapis de sol, et un service de lutte contre les nuisibles. Voilà, donc on va être sur une entreprise qui va pas forcément avoir des marges extrêmement importantes, mais après ça va être un petit peu intéressant parce qu'on va être sur une entreprise qui va faire donc de la location, donc on va avoir des revenus un minimum récurrent. Voilà, donc Elis qui a été, on a eu une IPO en 2015 à 12 euros, aujourd'hui on est à peu près à 19, on voit qu'il y a quand même pas mal de fluctuations, en tout cas en mois. On va mettre ça en journalier et on va voir un petit peu, donc depuis 2023 on est sur une entreprise quand même qui a énormément très bien performé, en tout cas de 2022 à 2023 on le voit, en passant d'à peu près en 2022 à la fin de 10 à aujourd'hui on est à 19, donc on a fait pratiquement un x2. Voilà, donc on va aller s'intéresser maintenant au quantitatif de l'entreprise. On est sur une entreprise à 4,5 milliards de capitalisation, à peu près un rendement du dividende à 2 points indiqués. On va aller regarder la croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance à peu près de x2. En termes de coût des marchandises, par contre, on a fait un petit peu plus que x2, mais à peu près au même niveau que le revenu total, je pense. En termes de profit brut, on a pu faire un x2. Dépenses d'exploitation, par contre, on a fait un x3. Donc en termes de bénéfices d'exploitation, alors évidemment, sachant qu'on sait que nos dépenses d'exploitation vont être assez importantes parce qu'on va avoir une masse salariale assez importante, étant donné qu'on va devoir avoir de l'entretien, etc. Donc on avait vu que c'était à peu près une 54 000 employés sur cette entreprise. Donc on a des dépenses d'exploitation normalement qui augmentent de manière très importante, étant donné qu'on doit continuer, vu qu'on est en croissance, on doit continuer d'aller embaucher des gens. Voilà, donc c'est un métier qui demande beaucoup de dépenses d'exploitation. Je vais aller regarder un petit peu la dépréciation. Donc hop là, je vais aller la prendre là et aller regarder par rapport à ici le cash, les activités d'investissement et les dépenses d'immobilisation. On voit qu'on a des dépenses d'immobilisation qui sont un petit peu moins importantes que les dépréciations. C'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui essaye d'avoir des marges d'exploitation un petit peu plus importantes sans continuer d'investir. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une entreprise qui serait extrêmement gourmande en ressources parce que vous le voyez en termes annuels, on a des dépréciations à l'auteur d'à peu près 700 millions, voire 750 millions pour certaines années. Donc c'est quand même énorme. Maintenant, on va aller comparer quand même autre chose et regarder un petit peu le bilan. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des actifs à peu près pour 8,62 milliards, on a des passifs pour 5,40 et donc à peu près une dette totale à 3,94 milliards. Donc c'est quand même pas mal, hein. On voit qu'on est quand même un petit peu plus valorisé de ce qu'on a en termes de bilan. Maintenant, on va aller regarder par rapport aux revenus hors exploitation, charge d'intérêt sur la dette, on a quand même à peu près, je dirais entre 20 à peut-être 30%, voire peut-être même un petit peu plus, 40% certaines fois, de charges d'intérêt sur la dette comparé à notre bénéfice d'exploitation. Donc on est sur une entreprise qui est quand même pas mal endettée. On va aller regarder à peu près l'EBITDA sur la dette. On est à 1,13 en EBITDA, donc on a à peu près un ratio de 3 à 4 fois les EBITDA. Donc on a quand même un taux d'intérêt qui est un petit peu trop important, je trouve. Et après on a des EBITDA qui sont extrêmement forts, étant donné qu'en 2022 on a eu une très bonne année. Mais si on devait prendre peut-être la moyenne des EBITDA en moyenne, on pourrait prendre, je pense, à peu près aller à 800 000, donc on pourrait être à peu près en moyenne 4 fois la dette sur les EBITDA. Maintenant, on va aller regarder un petit peu nos marges brutes et nos marges nettes. Donc on voit qu'en termes de marge brute, c'est-à-dire que c'est à peu près au même niveau. Donc on a des coûts des marchandises qui n'augmentent pas de manière exceptionnelle. On a des marges opérationnelles qui ont énormément baissé, en tout cas on l'a pu voir en 2020 et 2021, mais ensuite on a fait une très bonne année. Et aujourd'hui, donc en termes semestriels, je pense qu'on a même des meilleures marges. On va aller le voir ici, voilà, on a des marges brutes qui sont un tout petit peu augmentées et des marges opérationnelles qui se situent entre 12 et plus. Donc c'est quand même pas mal, on a des marges EBITDA qui augmentent et surtout des marges nettes, voilà, qui passent à 7,40 et 6,61. Donc c'est pas énorme, mais ça va pouvoir nous permettre d'être valorisé quand même un petit peu plus, hein. Si cette entreprise arrive à avoir des meilleures marges, possiblement on pourra avoir une meilleure valorisation. Donc on va le voir en termes annuels. On a eu des ratios
flux de trésorerie quand même assez important, étant donné qu'on n'a peut-être pas énormément de track record. On a un total d'actions qui a fait x2, donc de 2016 à 2017 on a fait x2 et ensuite on stagne d'à peu près, mais on continue d'émettre des actions, donc ça c'est pas extrêmement bien pour une entreprise. On voit que par contre on verse un dividende, où en 2019 et en 2020 on n'en a pas versé. Alors pourquoi? Je pense qu'elle a essayé de pas trop s'endetter à ce niveau-là, d'accord. Donc on va aller regarder maintenant plutôt le cash lié aux activités d'exploitation. Alors est-ce qu'on a une croissance aussi là-dessus? Effectivement, on a fait à peu près un x3 de 2016 à 2022. Maintenant, à peu près, qu'est-ce qu'on va aller utiliser? Donc on va aller faire de l'achat, vente d'entreprise. Alors évidemment, si vous avez regardé la vidéo sur CGG, vous pouvez savoir que certaines entreprises vont faire des tristes comptables et donc vont pas forcément avoir des achats d'entreprise, parce que là ici on le voit, hein, achat ou vente d'actifs immobilisés, donc surtout achat et acquisition d'une entreprise. Alors possiblement, ça va pas être le cas. Possiblement, ça va être donc cette catégorie-là va être aussi la dépense d'immobilisation, et c'est peut-être pour ça qu'on en a un petit peu moins, même si ici on a 1.36, donc possiblement on a dû avoir l'achat d'une entreprise. Maintenant, il faut aller regarder plutôt les conférences call et les bilans et les DEU pour aller voir si réellement est-ce qu'on a eu des acquisitions ou pas d'entreprise, est-ce qu'on fait de la croissance externe ou est-ce qu'on fait de la croissance organique. Voilà, est-ce qu'on est sur un marché qui continue d'avoir possiblement de la croissance? Ça, on va le regarder ici dans les bénéfices. On voit qu'apparemment les analystes pensent que le marché pourra avoir énormément de croissance, hein, pour arriver à 1,97, donc à peu près 10 fois les bénéfices aujourd'hui seulement. Donc c'est pas énorme, hein, pour une entreprise de ce type-là. On pourrait à peu près la valoriser entre 15 à 20 fois les bénéfices, étant donné qu'elle est toujours en croissance et qu'elle arrive même à augmenter ses marges. Donc c'est une entreprise qui pourrait même aller jusqu'à, je pense, 20 fois les bénéfices. Maintenant, en termes de free cash flow, on est quand même donc à 345 millions, donc on est beaucoup plus que sur le revenu net. Est-ce qu'on a un BFR qui est important ou pas? On voit qu'on a un BFR qui est pratiquement peu important, sauf les années où on va faire énormément d'argent. Donc ça, après, je peux évidemment le notifier, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très très important. Maintenant, en termes quantitatifs, on est sur une entreprise qui pourrait potentiellement valoir le coup, hein. Elle est en croissance, elle améliore ses marges, elle arrive à peu près à immobiliser. Par contre, on est quand même sur un business model qui veut qu'on va dépenser évidemment au moins 50, voire un petit peu plus, minimum 50% de notre cash lié aux activités d'exploitation va être dépensé, et à peu près en moyenne on va avoir une médiane entre 60 et 70, donc c'est quand même beaucoup, hein. C'est à dire que ce type de business est extrêmement gourmand en capitaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire autrement? Est-ce qu'on va aller émettre des actions? Effectivement, on voit que c'est le cas. Est-ce qu'on va aller rembourser notre dette? On voit qu'effectivement, à part quand on a émis ici, qu'on a acquis cette entreprise, et ben on diminue notre dette, etc. Maintenant, en termes des acquisitions, on a vu qu'il y avait beaucoup d'acquisitions, mais les marges brutes n'ont pas diminué ni augmenté, donc possiblement on reste dans notre cœur de business. Maintenant, en termes de total de dividendes, on voit qu'on a commencé à en verser un qui n'est pas extrêmement énorme, hein, donc on est sur un dividende complètement soutenable aujourd'hui. Si on versait la totalité des bénéfices nets, on pourrait arriver peut-être à un 9 voire un 10%. Aujourd'hui, on est sur un 2%, donc c'est totalement parfait pour cette entreprise. Maintenant, est-ce qu'on a un rendement des capitaux propres qui sont importants? Non, on voit que c'est pas le cas, c'est-à-dire que même si on met énormément d'argent dans l'entreprise, et ben finalement ça va pas faire grossir tant que ça le business. On voit qu'on est quand même passé de 8 à une entreprise qui, en fait, voilà, peu importe ce qu'elle met comme argent dans son business, on voit qu'il y a très peu de croissance. C'est-à-dire que j'imagine qu'elle doit faire énormément de croissance externe, même si le rendement de son capital investi est extrêmement faible, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment très peu de croissance dans ce genre de business. Maintenant, allez regarder les DEU pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'elle tire sa croissance, et comment est-ce que les gens ont pu... Comment est-ce que les analystes peuvent penser que le business peut continuer à grossir d'ailleurs autant, c'est-à-dire à peu près 10%, voire même un petit peu plus par année? Comment ça se fait? Je vous conseille d'aller lire les DU. Mon avis quantitatif sur l'entreprise est qu'elle est assez bien gérée apparemment. On a quand même pas mal de dettes, donc il faut aller faire attention. Ça peut possiblement peser sur votre valorisation d'entreprise. Aujourd'hui, elle a l'air d'être quand même valorisée un tout petit peu plus que ses actifs pour ce genre de business-là. Voilà, faut faire extrêmement attention, hein. Même si on a une valeur sur SIA qui est à peu près à 1 voire 1,2, c'est pas énorme, et une valeur sur book value d'à peu près, voilà, 1,2 ou peut-être 1,3. Donc c'est pas énorme. Je vous conseille d'aller creuser si ce business vous intéresse. En tout cas, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.